Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de la Cité de la Réussite. Vous connaissez la règle, on a 90 minutes devant nous pour discuter du rôle des actionnaires dans la transition énergétique. Les actionnaires en seront-ils la pierre angulaire? Avant de présenter les 4 experts qui sont avec nous aujourd'hui pour répondre à cette vaste question et surtout à vos questions, les questions des étudiants, les questions de l'ensemble du public. Un mot sur cette Cité de la Réussite qui permet chaque année ces échanges féconds. On a déjà eu un aperçu dans ce générique sur tous les échanges qui peuvent avoir lieu avec des personnalités issues de milieux extrêmement divers, de la politique à l'économie en passant par la culture. Un petit rappel, cette manifestation a été créée il y a 30 ans par des étudiants de la Sorbonne.
Elle célèbre cette année, donc, c'est un grand anniversaire sous le signe du temps, vous l'avez entendu, le temps qu'il fait, le temps qui passe trop vite, eh bien, c'est devenu quelque chose d'essentiel pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, le changement climatique. Un mot sur la Maison de l'Océan qui nous accueille. C'est l'un des 2 établissements de l'Institut océanographique de la Fondation Albert Ier, navigateur pionnier de l'océanographie moderne. Le prince de Monaco l'a créé au début du XXe siècle pour réunir tous les acteurs du monde de la mer, les scientifiques, les politiques et évidemment les représentants du monde des affaires pour faire connaître, pour protéger l'océan. Alors, je me permets une petite remarque sur cette salle, parce que ça peut aussi inspirer la discussion. On m'avait parlé des peintures qui ornent cet amphithéâtre, et vous pouvez voir qu'il y en a quasiment sur tous les murs, et notamment sur le fond. Alors, c'est pas évident de regarder parce que les projecteurs vont vous gêner. Alors, ces peintures, elles ont été faites par un artiste qui accompagnait Albert Ier dans ses expéditions. Il en revenait avec des dessins. Et cette scène du harponnage, eh bien, elle est assez intéressante parce que en harponnant ce cachalot, il va servir plus tard dans des recherches pour découvrir de nouvelles espèces qui vont être découvertes grâce aux débris rejetés par ce cachalot ou un autre, évidemment. J'en viens maintenant au contexte climatique dans lequel ce débat intervient. Quelques mots d'histoire. Donc 2015, la COP21, les États se fixent l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5, 2 degrés maximum d'ici la fin du siècle, d'ici 2100. C'est une décision historique avec une grande latitude laissée aux États pour y parvenir, chacun à leur guise. Alors, les grands pollueurs, l'Europe, la Chine, les États-Unis ont l'ambition de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050, mais on sait déjà que ça ne suffira pas. Le GIEC nous indique que la planète se dirige plutôt vers une hausse des températures de plus 4 ou plus 5 degrés d'ici la fin du siècle. Donc, sans atteindre les réglementations qui sont encore en cours de définition, eh bien, on voit que la finance s'est mise en ordre de bataille pour relever ce défi de la transition climatique. Les fonds, les banques, les assurances, les entreprises ne jurent plus que par la finance verte. Et on voit de plus en plus les actionnaires également faire entendre leurs revendications sur le climat aux assemblées générales. La plus remarquée cette année en France aurait été celle de Total Energy. On y reviendra sans doute dans les débats. Finalement, une large majorité des actionnaires a approuvé la stratégie climatique du groupe français. La finance verte, elle est en plein essor. Elle est aussi de plus en plus critiquée. Gare au greenwashing, c'est la Banque centrale européenne qui nous met en garde, entre autres, parce qu'il y a aussi beaucoup de voix critiques. Et puis, elle est même critiquée de l'intérieur par ceux qui sont censés la mettre en place. Le directeur de l'investissement responsable de la banque HSBC a fait sensation lors d'une conférence, je crois, qui était organisée par le Financial Times. Il explique crûment que la finance s'intéresse d'abord au profit à court terme et qu'elle ne sauvera pas la planète. Il a été suspendu, mais beaucoup disent qu'il a exprimé tout haut ce que beaucoup de financiers et d'acteurs pensent très fort tout bas. Alors d'où cette question de fond, les actionnaires ont-ils vraiment la volonté, ont-ils les moyens d'accompagner cette transition? Alors, pour en débattre, les 4 panélistes avec nous, je vais vous présenter brièvement. Je vais commencer par Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Novetic est une filiale de la Caisse des dépôts qui a été créée pour sensibiliser le grand public sur l'impact des crises environnementales. En tant que directrice de Novetic, vous êtes membre du groupe d'experts de haut niveau sur la finance durable dans la Commission européenne. Donc, ça veut dire que vous avez une place, une casquette où vous pouvez influencer les décisions qui comptent aujourd'hui pour les entreprises européennes et entre autres françaises. Vous accompagnez aussi des entreprises dans leur démarche. À vos côtés,
Laurent Babiquian, directeur mondial des marchés de capitaux chez CDP, ex-Carbon Disclosure Project. Alors, une association internationale spécialisée dans la collecte des données sur les émissions de gaz à effet de serre, des entreprises, des villes. Elle détient, paraît-il, si j'en crois, le site de Novetic, la base de données mondiale la plus importante sur la performance environnementale des villes et des entreprises. Un rôle donc de veille capitale. Dans une autre vie, vous avez été financier pendant 10 ans. Vous avez cofondé un incubateur de start-up, ensuite une société de conseil au Brésil. Et puis, vous êtes aussi très actif, très militant à travers vos engagements. Vous êtes l'un des mentors de Endeavor, une ONG qui cherche à développer l'entrepreneuriat durable dans les pays émergents. Bertrand Badré, à côté de moi, PDG et fondateur de Bleu Commune Orange. Je le dis en français, c'est plus facile. Blue Like an Orange Sustainable Capital, une société d'investissement, voilà, vous l'avez indiqué avec la couleur de votre écharpe. Alors, une société à impact positif dans les pays émergents. Alors, vous aussi, vous êtes d'abord surtout connu pour votre expérience dans la finance. Vous avez été directeur financier au Crédit Agricole, à la Société Générale. Vous avez ensuite rejoint la Banque mondiale, directeur général finance. Et hormis votre activité d'entrepreneur, de financier, vous réfléchissez beaucoup. Vous avez un blog, vous publiez régulièrement des essais assez optimistes sur le rôle de la finance et si la finance sauvait le monde. Enfin, pour compléter ce panel, Gwenaël Leboulet, directeur associé senior au BCG. Vous êtes membre depuis 20 ans du Boston Consulting Group. Vous êtes spécialisé dans les secteurs du financement et du risque. Vous conseillez les acteurs financiers pour orienter, diversifier leur portefeuille. Vous avez aussi une vision assez globale puisque vous faites partie de l'équipe de direction Paris, Afrique du Nord, Tel Aviv. Bon, bah, merci beaucoup tous les quatre d'être là au rendez-vous. Alors, j'aimerais, pour entamer cette session, que chacun d'entre vous nous donne un petit peu sa nuance de vert en ce qui concerne cette finance responsable. En quoi peut-on parler de finance verte? Anne-Catherine Husson-Traoré, vous avez pris le micro, la parole est à vous. Alors, ce qu'on appelle théoriquement la finance durable, c'est toutes les techniques de gestion financière qui intègrent peu ou prou des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est pour ça qu'on parle d'ESG. Et l'un des sujets, c'est que tout ça, ce sont des démarches volontaires. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation à faire, il n'y a aucune obligation réglementaire de faire comme ci ou de faire comme ça. En revanche, il commence à y avoir, sous l'impulsion du groupe d'experts que vous avez mentionné, en Europe, mais aussi dans d'autres endroits, des réglementations, souvent portées par le régulateur financier, qui essaient de mettre des obligations, en tout cas au moins de reporting, c'est-à-dire qu'on doit expliquer la façon dont on intègre ces critères ESG, le degré d'exigence avec lesquels on les décline, et sur quel type de produit et avec quel objectif. Et ça, c'est en train de changer la donne, puisque aujourd'hui, et ça va, j'imagine, nous occuper. Si on veut regarder le verre à moitié plein, la finance durable a gagné tous les champs de la finance, c'est-à-dire qu'on évalue à 5 200 milliards d'euros en Europe le volume d'encours qui intègre ces dimensions ESG. Ce que j'ai coutume de dire, c'est que s'ils étaient appliqués de façon drastique, on aurait eu une transformation totale de la valorisation des entreprises cotées, qui serait évidemment décotée si elles avaient une stratégie ESG qui n'était pas bonne ou qui, en tout cas, ne maximisait pas ses impacts positifs en réduisant ses impacts négatifs. Et or, aujourd'hui, ça ne se voit pas. Et les autres sont pas spécialement cotées quand elles arrivent à vraiment transformer leur modèle. Donc on est vraiment à un moment où la question de se dire on a les volumes, mais comment en fait on utilise ces volumes pour transformer réellement l'économie pour qu'elle soit plus durable, ça c'est un autre sujet qui va nous occuper au moins 90 minutes.
Alors, vous mettez tout de suite le doigt sur là où ça fait mal, c'est-à-dire que le fait qu'elle ne prend pas en compte suffisamment la situation réelle. Alors moi, je me demande, est-ce que cette finance durable, vous avez donné un chiffre pour l'Europe, il y a un chiffre mondial qui est de 35 à 40 000 milliards de dollars, ça paraît énorme. Est-ce que les produits qui existent aujourd'hui, est-ce que les investissements durables sont efficaces? Est-ce que Bertrand Badré peut-être veut répondre à cette question? Non, mais je vais rebondir sur ce que disait Anne-Catherine. Je pense qu'on est à un moment où on peut se raconter des histoires en disant que le verre est à moitié plein, et on peut aussi être un peu plus lucide en voyant qu'il est plutôt à moitié vide. Vous avez eu la gentillesse de dire que mes livres étaient plutôt optimistes. L'avant-dernier, oui, le dernier, un peu moins. Quand j'ai écrit Can Finance Save the World, j'étais porté par les engagements de 2015, les accords de Paris sur le climat et les accords de New York, Nations Unies, sur les objectifs de développement durable. Alors j'étais un peu dans le syndrome de Stockholm, parce que j'étais partie prenante à la Banque mondiale de toutes ces discussions, et il y avait un élan, et je ne me suis pas rendu compte que peut-être à ce moment-là, je vivais le pic de l'après-chute du mur de Berlin, le pic de l'après-89. Quand Barack Obama et Xi Jinping se serrent la main avant les accords de Paris, on se dit ça y est, c'est fait. Il y a vraiment eu un moment où on s'est dit ça y est, voilà, les objectifs sont déterminés, les États sont engagés, et la main invisible va faire son boulot. Et d'une certaine manière, on a un peu négligé le comment. C'était compliqué de dire qu'on était contre l'éradication de la pauvreté, qu'on était contre maintenir les températures, qu'on était contre l'accès à l'eau. Enfin, tout le monde, il faut vraiment être un salaud pour ne pas être pour tout ce genre de choses. Donc tout le monde est d'accord sur les objectifs. Quand il s'agit de poser la question, mais au fait, combien ça coûte et comment on fait, là, c'était un peu courage fuyant. Donc on s'est dit, on va y arriver. Et puis en fait, on n'y est pas arrivé. Et le livre que j'ai publié il y a 18 mois, qui c'était « Voulons-nous, entre parenthèses, sérieusement changer le monde ?», était sensiblement moins optimiste. Parce qu'on se raconte beaucoup d'histoires, on fait beaucoup de choses. Ce que dit Anne-Catherine est vrai, on a des milliers de milliards. Vous les voyez, ces milliers de milliards? Je vais vous raconter une anecdote. Je viens de déménager des États-Unis, je continue à recevoir un certain nombre de publicités américaines dans lesquelles des grandes banques américaines disent « on fait 1000 milliards de financement durable ». Alors j'étais bien en peine, pour répondre à votre question, de savoir où sont-ils ces 1000 milliards. Et j'ai interrogé le membre du comité exécutif d'une de ces grandes institutions américaines qui dit déjà on fait tout le mortgage. Et en gros, le crédit hypothécaire, c'est du logement, donc c'est du social, donc c'est du durable. J'ai dit, mais en fait, c'est M. Jourdain. Faire du crédit, c'est durable. Et donc, en réalité, la finance, c'est durable sans le savoir. Enfin, on a une espèce de raisonnement qui est un peu troublant. Et donc, pour l'instant, on est encore dans une phase où cette finance durable, elle est considérée à part. Et notre combat, je pense qu'on sera tous d'accord ici, il ne faut pas qu'il y ait une finance durable, sous-entendu, il y a une finance non durable à côté. Il faut que toute la finance soit durable. Et cette finance, elle deviendra complètement durable si on rentre dans le dur. C'est-à-dire si on rentre dès les universités, dès les écoles, partout, et qu'on change nos pratiques comptables, nos pratiques de rémunération, notre gouvernance, on en aura quasiment parlé. Tant qu'on ne touchera pas à ça, je pense qu'on se racontera des histoires. Et que chacun pourra dire, regardez, je fais du mortgage, donc je suis durable. Et ça, c'est dramatique. C'est pour ça que je suis probablement plus pessimiste aujourd'hui. À la fois, on a plus d'outils, plus de compréhension, merci CDP et autres, plus de moyens, donc on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Le problème, c'est qu'il y a encore des gars comme HSBC qui, au fond, peut-être a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux que quelqu'un à ce niveau de responsabilité puisse dire on en fait trop. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Honnêtement, on a cette tendance à prendre des exemples un peu partout, à dire regardez, ça change, il se passe des tas de choses. Oui, il y a du boulot. Hein. Alors, la finance, ça sert aussi à gagner de l'argent. Hein. Les fonds de pension, tous ceux qui placent leur argent dans des fonds, ils attendent un retour. Et est-ce que la finance durable, est-ce qu'elle est vraiment rentable? Et est-ce que c'est un souci, Laurent Babiquian? Alors, écoutez, quelques chiffres. Il y a un indice de référence en Europe qui s'appelle le Stoxx 1800, qui prend les 1800 plus grosses valeurs mondiales et qui en font un indice. Et ils ont aussi développé un indice qui s'appelle le Stoxx Global Climate Change Leader, qui prend les meilleures notes au CDP, donc la note A. Et l'indice des leaders A surperforme de 5% par an depuis 7 ans maintenant la moyenne de la bourse. Bon, ça c'est un exemple, mais on ne peut pas généraliser ça encore. Ce que je voulais dire par rapport à la discussion que nous avons, c'est que quelques chiffres. On a fait une étude avant la COP 26 sur 16 500 fonds d'investissement dans le monde en calculant la température.
on est capable aujourd'hui de calculer la température d'un fonds d'investissement, c'est-à-dire la trajectoire de température de toutes les sociétés que le fonds a en portefeuille, si jamais elles réalisaient les objectifs de réduction d'émissions qu'elles ont dit qu'elles allaient faire. Et 0,5% de ces fonds, qui représentent à peu près 27 000 milliards, donc on parle de trillions, 0,5% sont alignés sur une température inférieure à 1,75, ce qu'on appelle well below 2 degrees. Et plus de 63% des fonds sont sur des niveaux supérieurs à 2,75 degrés. Donc l'industrie qui représente l'économie, vous disiez l'économie à 4 ou 5, on serait plutôt plus entre 2,7 et 3,2. Les fonds représentent l'investissement dans l'économie, donc ce n'est pas très surprenant. Mais on est très très loin de tout ce qui est annoncé. Et tout ce qui est annoncé, c'est ce qu'on appelle la net zéro, les alliances net zéro. Il y en a pour les investisseurs, il y en a pour les banques, il y en a pour les assurances, il y en a pour les asset managers, et il y en a pour les asset owners. Donc tout le monde y va, on dit je veux être net zéro carbone neutre en 2050, on annonce ça. Même HSBC qui renvoie la personne qui a dit tout ce que certaines personnes pensaient tout bas. Et HSBC annonce fièrement qu'ils veulent être net zéro en 2050 et le lendemain, ils font un financement dans le tar Sand canadien, ce qui est totalement incompatible. Donc voilà, donc la réalité, c'est qu'on est extrêmement loin de ce qu'il faut faire. En plus, maintenant, on a des problèmes géopolitiques qui font que tout le monde se remet à faire du charbon, donc on est vraiment très, 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 très mal barré. Et on ne fera pas 1,5, je pense qu'il faut le dire maintenant. Donc il va falloir essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on peut faire, même si on ne va pas sur 1,5. Alors, Gwenaëlle Le Boulet, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que les entreprises réagissent à ces critères ESG, à l'investissement durable? Est-ce qu'elles sont réceptives? Est-ce qu'elles prennent ça comme une... Alors, volontiers, et j'ai pas mal de commentaires sur ce que mes copanélistes ont dit. Peut-être parce que moi je suis d'un optimisme BA encore, et ça changera peut-être. La première chose, ça s'appelle finance durable. On a beaucoup parlé un peu d'investissement, mais pas tellement de finance. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde sur tous les secteurs d'activité, mondialement, combien il faut investir dans les prochaines années pour transformer les supply chains mondiales, la manière dont les usines sont construites, la manière dont les bateaux transportent les marchandises, etc., ça va coûter entre 3 000 et 5 000 milliards par an. Et ces 3 000 à 5 000 milliards, ils vont venir d'où? Eh bien, ils vont venir de ce qu'on appelle la finance, notamment. C'est-à-dire qu'une petite partie va venir de subventions étatiques, 5-7%, et tout le reste, ça va venir du financement bancaire, du financement obligataire, des actionnaires qui vont investir en direct, etc. Et donc là, il y a un besoin qui est très fort. Et quand je parle à mes collègues, moi qui ne suis pas un industriel, mais quand je parle à mes collègues qui travaillent avec l'ensemble des industries, ils disent les technologies, elles ne sont pas toutes là, mais elles sont déjà beaucoup là. Donc il y a une volonté très forte des entreprises, pour répondre à votre question, de se transformer. Je pense qu'elle est sincère, je vais revenir sur le pourquoi. Il y a une traduction technologique de ça qui existe. Il y a une traduction en investissement qui existe aussi. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que de l'autre côté de la rive, en quelque sorte, il y a les investisseurs, les 30-35 000 milliards mondiaux que vous avez cités, de fonds équivalents ESG. Eux, ils veulent investir dans la finance durable. Et il faut connecter ces deux mondes-là. Et c'est vrai que cette connexion-là, aujourd'hui, elle est assez mal faite. Alors, je voulais juste répondre à votre question quand même sur est-ce que les entreprises sont prêtes et pourquoi elles sont prêtes et pourquoi pas. Cette session s'intitule Pierre angulaire, les actionnaires pierre angulaire. C'est sans doute une pierre angulaire, mais ça n'est pas la seule. Vous savez tous que pour construire une maison, il faut plusieurs pierres angulaires. Et c'est ça aussi qui explique pourquoi les entreprises s'intéressent à ce débat. Dans ce qui compte pour les entreprises, il y a d'abord leurs clients. Nous tous qui sommes ici. Nous tous qui sommes ici, on a un pouvoir pour influencer les produits qu'on va acheter. Est-ce que vous allez acheter les voitures d'un type A ou d'un type B? Est-ce que vous allez acheter les produits cosmétiques d'un type A ou d'un type B, etc. Et vous savez tous qu'il y a une très grande variabilité dans l'impact carbone et l'impact en général sur la nature de l'ensemble des produits qu'on consomme. Donc ça, comme il y a une tendance sociétale qui vient dans tous les pays, la semaine dernière j'étais aux États-Unis, c'est sûr qu'on n'est pas encore dans le même niveau d'attente aux États-Unis qu'on est en Europe, mais en Asie aussi ça vient, aux États-Unis ça vient, donc ça vient. Ça c'est la première pierre angulaire qui fait que les entreprises veulent changer. Si elles ne changent pas, leurs clients ne vont plus leur acheter leurs produits. La deuxième pierre angulaire, c'est les employés. On a ici un certain nombre d'étudiants qui vont, certains travailler dans des entreprises privées. Eh bien, je ne suis pas sûr que vous ayez envie de travailler dans une entreprise qui serait vraiment à l'opposé de l'ensemble de ce qu'on discute.
Et on voit les manifestes d'étudiants, etc. C'est très important pour les entreprises, pour capturer les talents d'aujourd'hui et de demain et de garder les talents qu'elles ont aujourd'hui, d'avoir quelque chose d'aligné. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle elles veulent s'aligner. La troisième, c'est les actionnaires. Et je pense qu'il y a eu un basculement avec notamment on peut penser ce qu'on veut de BlackRock et de Larry Fink, mais le fait qu'il ait écrit depuis 2016-2017 de manière répétée que c'était un sujet majeur et qu'il ne soutiendrait pas les entreprises qui n'aient pas ces trajectoires-là, eh bien ça compte beaucoup. On parlait avant de rejoindre ce panel du Say on Climate, qui est certes consultatif dans beaucoup de juridictions, mais ça joue. Voilà. Et puis enfin, la dernière chose, c'est que, on l'a évoqué aussi, les superviseurs, les réglementations, les États qui vont faire un certain nombre de lois et de réglementations vont imposer tout ça. Donc c'est pour ça que les entreprises veulent aller là-dedans. Alors justement, sur ces réglementations, l'Europe a produit énormément de textes et il y en a encore qui sont en cours de discussion, notamment sur la taxonomie, sur les énergies. Enfin, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup. Est-ce que le gaz et le nucléaire finalement seront intégrés? Anne-Catherine Husson-Traoré, est-ce que ces réglementations qui sont très précises, on dit en même temps qu'elles sont trop floues? Alors, elles sont très complexes. Elles sont complexes, oui. Et en fait, alors, tout ce que vient de décrire Gwenaëlle existe, évidemment. Et la question, en fait, qui est posée, si on avait ce débat il y a 10 ans, on aurait eu un débat, faut-il le faire ou pas? Est-ce que ça coûte ou pas? Est-ce que ça coûte moins cher ou pas? Bon, ça, c'est réglé, j'allais dire. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment on accélère à l'échelle nécessaire. La finance durable, elle a été impulsé, créé, et en particulier en France, par Henri Decastre en 2015, au premier Climate Finance Day qui était organisé à Paris, quand il a dit devant un public VIP international, un monde à 4 degrés n'est pas assurable. À partir de là, ça c'est très simple à comprendre, tout le monde a compris, même si on n'a pas fait des études de finance. Et en fait, le problème, c'est que si tout le monde a compris, on continue à aller vers un monde qui probablement est entre 4 et 6 degrés parce qu'on ne remet pas en cause, je vais revenir à la réglementation, on ne remet pas en cause un modèle qui est ce qu'on a eu fait. On a eu une crise Covid et la seule chose, on est sorti de là en disant on va refaire les EBITDA de 2019, vaste projet, mais on en est là. Et en fait, au-delà de ce que disait Gwenaëlle, qui est une réalité, le problème c'est que c'est bien une logique de mesure d'impact. Donc si effectivement vous êtes dans cette trajectoire, vous cherchez des nouvelles technos, vous avez compris que les clients et les jeunes employés sont en train de changer, mais qu'en même temps, vous ne réduisez pas votre part la plus négative qui contribue à aggraver le changement climatique ou autre, il y a un problème. Pourquoi Total Energy est au cœur de toutes les grandes batailles en ce moment? Lui, il arrive en disant ma part d'énergie renouvelable à horizon 2030, c'est de mémoire 26 ou 27, ça veut dire qu'il colle à peu près au scénario de l'AIE. Là où il y a un problème, c'est que l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, dit tout projet fossile nouveau pose un problème, est incompatible avec l'accord de Paris. Donc aujourd'hui, la problématique de Total, c'est pas sa part d'énergie renouvelable, c'est les projets ICOP en Afrique, c'est le projet gazier avec le Qatar, c'est tout ce genre de projet. Et donc ces investisseurs lui demandent, si cette stratégie assez Ponce-Pilate dite Say on Climate, c'est que d'un côté, vous avez vraiment cette trajectoire, bien sûr qu'il investit énormément en énergie renouvelable, c'est tout à fait vrai. En revanche, quid de ces projets que vous décidez maintenant, que vous financez sur 20 ou 30 ans, et je vais finalement atterrir sur la réglementation, parce que c'est ça le problème. Et là où j'en viens avec la réglementation, extrêmement complexe, parce que j'ai eu le grand honneur de faire partie de ceux qui ont essayé de dessiner cette réglementation avec l'idée que la finance durable devait devenir la finance normale. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, elle avait une vision globale, c'est-à-dire qu'on essayait de débrancher les éléments de la finance qui posent le plus de problèmes aujourd'hui pour la logique de court terme, et on essayait de rebrancher d'autres types de systèmes. Un exemple, les indices financiers qui servent à mesurer la performance financière, par nature, ils ont les grandes capitalisations, donc par nature, ils reflètent l'économie telle qu'elle est ou telle qu'elle a été. Donc l'idée, c'était d'abandonner ce type de système de mesure pour en trouver d'autres qui permettent d'intégrer dans la mesure de la richesse ce genre de choses. La taxonomie, c'est la même idée, c'est-à-dire c'est de se dire, on a un langage commun en Europe de ce qui est vert, vraiment vert, c'est-à-dire les activités qui sont compatibles avec le Green Deal. Dans la théorie, c'était magnifique, on a fait un événement extraordinaire pour sortir ce rapport, etc. On savait très bien qu'on n'avait pas été vu, en fait, par les lobbies qui, depuis, se sont déchaînés. Donc là, on a un texte, un lobby politique, économique, financier, tout ce que vous voulez, et qui ont à peu près
pas forcément la même vision. Donc maintenant, vous avez ces fameux textes faits par des lobbies où chacun fait une phrase. Donc à l'arrivée, plus personne ne comprend rien à l'objectif final. Quant à la taxonomie, pour des raisons antinomiques, mais évidemment qui se comprennent très très bien depuis la guerre en Ukraine, la France a poussé au maximum à ce que le nucléaire en fasse partie, ce à quoi l'Allemagne est radicalement opposée. Donc du coup, il y avait plus le lobby du gaz qui a poussé les deux. Bon, résultat des courses, Poutine déclare sa guerre, et résultat des courses, on voit très très bien que ni l'un ni l'autre ne sont durables, et qu'en plus, l'Europe n'est pas du tout préparée à son shift énergétique dont elle a un besoin urgent. Et donc du coup, on a corrompu le principe même de la taxonomie, qui était de dire, il faut définir des activités vertes qui soient compatibles et qui soient bien dans une stratégie. Donc c'est plus important de mesurer ces CAPEX avec la taxonomie hors gaz et nucléaire, parce que là, on n'est pas forcément sur les solutions, mais plutôt sur des problèmes, les deux. Et ensuite, à ce moment-là, c'est ça qui est important. Ce n'est pas la part verte tellement telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, on sait qu'elle n'est pas assez forte. En revanche, c'est qu'est-ce qu'on finance aujourd'hui. Et donc, l'intérêt de cette réglementation, elle est construite, plus ça va, plus je m'inquiète vraiment de la façon dont elle pourrait être appropriée, en particulier par des petites entreprises pas équipées, non cotées, etc., et par des investisseurs qui sont assez loin de tout ça. Mais l'idée de base, elle est assez simple. Elle est vraiment aujourd'hui d'évaluer sa stratégie, ses investissements à l'aune de cap, type l'accord de Paris, type les limites planétaires, et de se dire est-ce que c'est compatible ou pas, et c'est comme ça qu'on y va, et avec le même outil de mesure. Alors, avant de donner la parole au public, je voudrais quand même qu'on revienne sur deux points, que vous nous éclairiez sur deux points. D'abord, certains d'entre vous ont parlé du fait que les législations ne sont pas au même stade. Alors, est-ce que c'est une finance qui est aujourd'hui fragmentée? Est-ce que c'est un problème? La France se présente souvent en champion de la finance durable. Est-ce vraiment le cas? Qui est aujourd'hui leader dans ce domaine? Et puis, je voudrais qu'on aborde aussi une autre question, quid de la finance durable dans les pays du Sud, dans les pays émergents? Vous êtes bien, deux d'entre vous sont bien placés, même tous les quatre d'ailleurs, pour en parler à des titres divers. Est-ce qu'aujourd'hui, ces pays qui n'ont pas été les pollueurs souffrent du manque de financement pour préparer aussi leur transition énergétique? Donc sur la première question. Alors sur la première question, c'était, pardon, Laurent Babiquian. C'était la première question, je ne me rappelle plus. La fragmentation des réglementations, et est-ce qu'il y a des champions aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est un sujet? On voit maintenant que tout le monde suit. La SEC récemment a sorti un texte qui demande de calculer notamment le scope 3 sur lequel Larry Fink, parce que Larry Fink, il raconte beaucoup de choses. Il raconte le contraire de ces choses-là 2 ans après. Il a dit il y a 2 ans, climate risk is an investment risk. Et là, il dit, because of the war in Ukraine, on doit augmenter le pétrole. Donc, j'investis dans des boîtes qui vont augmenter dans des nouveaux champs pétrolifères parce qu'on a besoin de ça. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de ne pas avoir de cartel de l'OPEC, et on a besoin de dire à l'OPEC, tu augmentes ta production pour augmenter le volume et baisser les prix. Donc le narratif est faux. Le patron, on va préciser, le patron de BlackRock, qui est le plus grand fonds. Oui, qui est le plus grand gérant dans le monde qui gère. Qui donne un peu la tonalité sur l'investissement, sur un peu tous les sujets. Exactement. Et BlackRock qui a signé la Net Zero Asset Manager Alliance. Donc c'est quelqu'un qui dit je veux que tous mes investissements soient alignés sur 1,5, mais en fait, dans la réalité, eh bien, je fais le contraire. Donc, et c'est la même chose pour le numéro 2, pour Vanguard. Leur raison d'être est de servir à leurs clients, et de leurs clients, ils ont des fonds de pension du Texas et de l'Oklahoma. J'ai eu cette discussion avec eux. Donc il y a un côté circulaire qui est très compliqué, oui. Oui, et puis maintenant, en plus, avec les fonds de pension, on parlait des fonds de pension, les taux d'intérêt réels sont négatifs, donc ça va être un vrai problème pour financer tout le système. Donc on est au bord de l'implosion avec tout ce qui se passe en ce moment. Et par rapport à la réglementation, je voulais quand même insister sur un point important. Donc il y a eu la taxonomie, il y a eu la CSRD, la SFDR, il y a plein de termes barbares, et l'Europe effectivement est pas mal en avance là-dessus. Les autres suivent. Donc quand les Américains bougent, c'est très bien, mais la Chine bouge aussi, l'Inde bouge, le Japon bouge, donc ça arrive. Mais à mon avis, il y a un truc fondamental en ce moment, et il faut qu'on insiste là-dessus, c'est le travail qui est fait pour les standards de reporting ESG. Comment je rapporte mon impact en tant qu'entreprise. Et là, nous avons 2 notions philosophiques opposées.
Nous avons l'approche européenne à travers les FRAG qui concerne la double matérialité, dont l'objectif, c'est de réduire l'impact négatif des entreprises sur la nature. Et nous avons l'approche anglo-saxonne à travers l'IFRS et le département qu'ils ont créé, ISSB, qui est notamment dirigé par l'ancien patron de Danone, qui est une approche de single materiality. Ce n'est que le climat, que l'externe qui a un impact sur ma capacité à faire du profit. Mais moi, entreprise, je n'ai pas d'impact sur la nature. Ça, c'est un biais monstrueux, parce que il faut parler de ça, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'approche de single materiality vise à maximiser ce qu'on appelle l'enterprise value, de manière plus large, le shareholder value. Alors que la double matérialité, ça va avoir un impact négatif sur la valorisation des entreprises. Donc, ce qui veut dire que si on a des entreprises qui sont dans une juridiction qui a cette approche de double matérialité et d'autres qui sont dans une juridiction qui a la single materiality approach, on ne jouera pas avec les mêmes règles pour la valorisation des cours boursiers. D'accord. Je vous demande une réponse très vite sur la France, champion ou pas de la finance verte, mais très rapide parce que sinon la salle n'aura pas le temps de s'exprimer, et sur aussi les pays du Sud. J'essaie d'être rapide, pas tellement sur la France championne ou pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait de vrais champions aujourd'hui, donc il ne faut pas décerner les médailles trop tôt. En revanche, je suis très, ça fait des années que je le dis, ayant habité aux États-Unis et revenant en Europe, contrairement au modèle qui s'est imposé dans les années 70, qui était un modèle drivé par les Américains et les Anglo-Saxons, qui s'est imposé à toute la planète, qui est le modèle dans lequel on vit, qu'on peut symboliser en disant c'est le modèle Milton Friedman, l'objet social de l'entreprise, c'est la maximisation du profit. C'est bien ça qui nous dirige encore aujourd'hui, c'est ça qu'on essaie de remettre en cause. Ce système-là, il était universel. Même François Mitterrand a résisté en 82 ans, puis il s'est rallié. Aujourd'hui, il n'y a pas de maître du monde. Et ça, c'est une vraie différence. Il y a des visions, comme l'a rappelé Laurent à l'instant, il y a des visions différentes sur matérialité, double matérialité, etc. Il y a des visions différentes sur un certain nombre de sujets. Alors, évidemment, le prix du carbone est une valeur universelle, mais on se rend bien compte qu'on ne peut pas traiter le climat à part, et qu'on commence à avoir des questions sociales, et que sur les questions sociales, on n'a pas la même vision, il ne faut pas se raconter d'histoire, aux États-Unis, en Chine et en Europe. Et donc, on a ce risque d'avoir des compétitions entre les systèmes, et derrière ces compétitions, ce n'est pas seulement des compétitions de valeur, c'est aussi des compétitions d'intérêt. BlackRock ou Bloomberg, ils ont un intérêt dans tout ça, il ne faut pas se raconter d'histoire non plus. Donc on voit bien qu'il y a une très grande bataille qui nous échappe, et qui va peut-être échapper à nos parlements. Et moi, je ne veux pas qu'on décide de mes valeurs entre Bloomberg et BlackRock. Je veux que mon Parlement, même si c'est compliqué en France aujourd'hui, puisse dire son mot sur ces sujets-là. Donc cette question des normes, elle est fondamentale. Dans quelle économie on va vivre dans 30 ans? Il ne faut pas qu'on se réveille en disant « mince, je n'ai pas vu venir ». Et effectivement, l'Europe a une responsabilité particulière. Et ça me permet de faire le pont avec votre deuxième question. Il ne faut pas non plus que l'Europe, ça soit les bobos de la planète. C'est un peu le risque, c'est-à-dire qu'on n'a finalement pas été très très bon pendant 200 ans, on découvre au bout de 200 ans le développement durable, le climat, et on dit à la planète, j'ai compris, je vais vous apporter la lumière. Et vous vous retournez vers les Africains, les Latino-Américains, vous leur dites, bah, vous faites comme moi. Et les mecs vous regardent en disant, attendez, moi, je ne suis pas au même niveau, je n'ai pas la même histoire, incidemment, je n'ai pas pollué autant que toi. Et là, on a des difficultés très rares. Je vais vous citer un exemple très concret que j'aime beaucoup, l'exemple des fleurs. Est-ce que vous savez d'où viennent les fleurs que vous consommez en Europe ou aux États-Unis? Alors, Kenya, c'est une partie de l'équation. Kenya et Équateur. Plus de 90% des fleurs coupées viennent du Kenya et de l'Équateur. Elles ne viennent pas des Pays-Bas, contrairement à ce qu'on croit, elles transitent par les Pays-Bas. Donc aujourd'hui, vous avez des fleurs qui sont coupées au Kenya, en Équateur, Colombie, enfin en gros dans quelques zones. Ces fleurs sont mises dans des avions. Et donc moi, on me demande d'investir dans des fleurs en Équateur, une entreprise exemplaire sur le plan environnemental, social, enfin on pourra en parler après si vous le souhaitez, vraiment rien à redire, un patron engagé comme j'en ai rarement vu, où que ce soit sur la planète. Et là, on arrive et on regarde au prisme des normes européennes, on dit, ah ben c'est pas bien de mettre des fleurs dans un avion. Alors le gars dit, bah, attendez, c'est vous, il y a 50 ans, qui nous avez dit que c'était bien qu'on fasse des fleurs chez nous, parce que sur l'Équateur, c'était bien, il y avait de l'eau, il y avait de la température constante, et puis c'était très intensif en travail, donc on mettait plein de gens au travail, surtout des femmes, et ça nous permettait d'utiliser des sols pour lesquels il n'y avait rien. Et maintenant, le bobo européen des vapeurs, il dit, je veux plus de tes fleurs, parce qu'elles viennent dans un avion. Bah, après, étonnez-vous, pourquoi ces gens-là ne nous soutiennent pas dans le conflit avec l'Ukraine? Il dit, les gars, c'est votre problème, vous nous imposez des règles, etc. Donc je pense que l'Europe a une responsabilité, il faut qu'on soit exemplaire, mais si on est exemplaire entre nous et qu'on n'est pas exemplaire en tendant la main à tous ces pays-là, ça va très mal se terminer. Je pense que c'est non seulement un combat de valeurs, mais c'est aussi un combat géopolitique, et que ce combat, il n'est pas tranché, il est très actuel.
Et finalement, vous avez décidé d'investir dans cette... Moi, je suis allé les voir, je suis dans l'Équateur, j'ai envie, on a un comité d'investissement dans 15 jours, on va se reposer la question. J'ai très envie qu'on investisse finalement, parce que je pense que c'est important. Il faut que nous, on passe de 10 à 5 tonnes de carbone par an, et on ne va pas demander aux Équatoriens de passer de 1 à 0,5. C'est pas raisonnable. Donc à un moment donné, il faut qu'on fasse pot commun de nos sujets. Sinon, on va fragmenter à l'infini. Et c'est pas parce qu'on aura appuyé sur le frein en France, si on laisse ces pays appuyer sur l'accélérateur, ça ne va pas le faire. Laurent, oui. Alors, je vois que vous voulez vous exprimer. Gwenaëlle, allez-y, parce que... Juste en 3 mots, et plus pour poser des questions malheureusement que pour apporter des réponses. Sur le concept de transition juste, parce que la transition climatique, elle est fondamentale pour l'humanité, il n'y a pas de doute, mais quand on regarde dans des populations qui sont au Mozambique, dans des populations qui sont dans le sous-continent indien, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut vraiment se dire ce que ça veut dire, parce que là, on parle de besoins très primaires sur chauffer sa nourriture, être capable de se refroidir pour les températures qui vont continuer à monter, etc. Et dans des populations qui, par nature, sont croissantes. Alors, la décroissance, moi, je ne suis pas pour, mais c'est un autre débat. Mais il ne faut pas oublier que la population mondiale, elle croît. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire en termes de prospérité d'un certain nombre de pays qui sont des pays en plein développement, voire dans des fortes détresses individuelles. Et donc, il faut avoir, je suis tout à fait d'accord avec Bertrand, il faut bien être capable de démoyenniser un peu les trajectoires et pas être des donneurs de leçons non plus. Voilà, donc ça c'est plus une question qu'une réponse, mais ça donne une complexité encore accrue à tout ça. Merci, je rappelle la question posée par ce débat. Si vous voulez, je vous redonnerai la parole plus tard. Pour dire ce qui vient d'être dit là, puisque vous parlez de Nord-Sud, on n'est pas capable, au niveau des COP, de donner 100 milliards de dollars par an aux pays qui en ont besoin, alors qu'on est capable de créer 14 000 milliards de dollars d'argent pour le Covid, pour dire, soi-disant, on sauve le système. Donc, on n'a pas envie de le faire, parce que ce serait très simple de donner 100 milliards de dollars par an, et même beaucoup plus. Il suffirait de faire du déficit public des États financés par de quantitative easing. On sait faire, on a déjà fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, il y a vraiment une décision politique, une volonté politique, on ne veut pas faire. Voilà. Alors, je rappelle la question de ce débat. Les actionnaires sont-ils la pierre angulaire de la transition énergétique? Là, on en est parti très loin. On est au niveau des décideurs politiques qui, effectivement, peuvent jouer un rôle déterminant. On n'est pas si loin que ça. Quand je revenais sur ce que disait Milton Friedman, le capitalisme actionnarial est le système qui est celui qui fonctionne aujourd'hui. Donc on n'est jamais très loin de ça. C'est parce que dans le système aujourd'hui, il y a une place centrale pour l'actionnaire. Alors Gwenaëlle l'a très bien dit, il faut trouver la place pour d'autres, il faut réfléchir à cette place de l'actionnaire dans un nouveau modèle. Mais on est toujours autour de ce système-là. C'est le cœur de notre système, c'est celui sur lequel tout est construit. Moi j'étais directeur financier pendant des années, vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde pendant 2 mois et 29 jours, mais à l'arrêté trimestriel, on vous rappelle les règles et hop, l'élastique vous ramène ce que vous devez raconter aux actionnaires. Ça n'a pas changé. Hein. Oui, alors ça veut dire remettre en cause le système néolibéral. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois que c'est précisément la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Oui, et donc la maximisation de tous les stakeholders, et non plus simplement du stakeholder qui est le shareholder. D'accord. Alors, avec nous, je donne simplement vos prénoms. Sofiane, Émilie, Arnaud, Inès, Amine, Jeanne ont préparé des questions. Alors, le premier d'entre vous qui veut bien s'exprimer, avec peut-être une question qui concerne le rôle des actionnaires. Je sais qu'il y avait une question sur les actionnaires salariés. Je ne sais pas qui a écrit cette question. Oui, non, mais du coup, c'était juste pour vous demander qu'est-ce que vous pensez. Vous pouvez vous présenter? Pardon, excusez-moi. Oui, Émilie Coutaz, je suis en école de commerce et en dernière année de master, donc en finance durable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les actionnaires peuvent parfois sembler un peu déconnectés des enjeux du coup de l'économie réelle. Et je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez des actionnaires salariés et des modèles d'entreprise où en fait les salariés sont actionnaires. Bon, moi, je peux juste commencer. Je pense que Bouygues est un très bon exemple. Il y a 20 ou 22% du capital qui est détenu par les salariés. Je pense que ça devrait être une loi. Je pense que toutes les entreprises devraient avoir un minimum d'actionnariat salarié pour pouvoir permettre de rendre pérenne la relation entre les salariés et l'entreprise qui les emploie. C'est un début de réponse. Alors là où vous avez raison, ce qui est intéressant sur l'actionnariat salarié, c'est qu'on parle toujours des actionnaires. Et derrière, il y a Milton Friedman, et derrière, il y a les fonds de pension, et derrière... Bon. Or, évidemment, c'est extrêmement varié, et on l'a vu dans les assemblées générales assez tendues, et de Total Energy et de BNP Paribas, que les actionnaires, il y a ceux qui étaient dans la salle,
qui était alors une caricature des seniors agressifs envers ces jeunes petits cons qu'ils ont quand même menacés de mort parce qu'ils étaient venus perturber leur AG pour leur parler climat. Il y a des vidéos, hein, donc c'est pas moi qui délire. Mais c'est pas les actionnaires en fait, ni de Total ni de BNP Paribas qui sont bien évidemment pas dans la salle. Donc pour en revenir aux questions et qui pèsent de tout leur poids. Donc la question en fait de l'actionnaire aujourd'hui, et ce qui est intéressant dans l'actionnariat salarié, c'est que ça ramène ceux qui font l'entreprise pour de vrai. Parce qu'en fait dans tous les débats qui ont dérivé, il y a aussi celui de la rémunération des dirigeants qui sont payés des millions sur une entreprise. Quand un footballeur est payé des millions, c'est lui tout seul. Hein. S'il se casse la jambe, il perd ses millions. En revanche, le dirigeant d'une entreprise, il ne fait pas ça tout seul. Et donc c'est très important d'avoir un poids important et une relation entre travail et capital avec l'actionnariat salarié. Ce n'est pas une panacée, mais déjà c'est un service minimum. Je partage tout à fait l'avis de Laurent. Vous voulez ajouter quelque chose, Bertrand Badré ? Non, mais peut-être, et on revient encore à qu'attend l'actionnaire. Dans le monde d'aujourd'hui, l'actionnaire, il est aussi soumis à ses propres règles. Alors là, on va rentrer dans la technique. Et quand vous êtes un fonds de pension, quand vous êtes un assureur, et c'est là qu'est l'essentiel de l'épargne mondiale, votre épargne, vous le savez, vous ne le savez pas, mais l'argent de BlackRock, c'est pas l'argent de BlackRock, c'est le vôtre. Il faut toujours s'en pénétrer. Il est soumis à des obligations fiduciaires. L'obligation fiduciaire, c'est quelles sont les règles qui s'imposent à lui pour gérer votre argent. Et la règle première, c'est que vous êtes rémunéré du risque que vous prenez tel que défini dans le monde d'aujourd'hui. Et dans les obligations fiduciaires telles qu'elles sont définies aujourd'hui, le coût des atteintes portées au climat, à la nature, etc., n'est pas défini. Comme m'a dit un investisseur, Bertrand, moi je prends ta performance et donne-moi l'impact gratuitement. Donc la difficulté du système d'aujourd'hui, c'est qu'il ne nous empêche pas de faire des choses bien, mais il ne nous récompense pas si on le fait bien et il ne nous punit pas si on le fait mal. Donc on peut quand même être bien, on peut être animé par la pression des actionnaires, des consommateurs, des clients, et c'est ça qu'il faut pousser. Mais tant qu'on ne rentrera pas dans le dur et qu'on ne rendra pas irréversible la prise en compte dans nos modèles, dans nos normes, de tout ce dont on parle, on restera en situation de fragilité. Et d'une certaine manière, le test réel qu'on a avec l'Ukraine aujourd'hui, ça va être intéressant. Est-ce que dans l'ordre des priorités, avec l'inflation, la récession, le durable ne va pas régresser ? C'est une vraie question, on va voir. Regardez ce qui se passe aux États-Unis avec les républicains. On a beaucoup parlé des États-Unis ces derniers jours, mais les représentants républicains, donc la Chambre des représentants, les républicains ont dit il faut arrêter de l'ESG. L'ESG, c'est le woke du capitalisme. Donc c'est pareil. C'est le communisme. Voilà, c'est le communisme. Il faut arrêter, il faut dire ESG, c'est Ensuring Sound Growth. C'est pas environnement, social et gouvernance. Et donc, il faut revenir aux vraies valeurs du Far West. Il faut arrêter tout ce délire. Donc on n'est pas du tout dans un moment où les choses, il n'y a pas une espèce de linéarité absolue de l'histoire où on va plus ou moins vite dans le sens du durable. On peut encore faire marche arrière et on peut encore régresser. Alors justement, sous la pression des événements, cette guerre en Ukraine qui nous fait consommer toujours plus de gaz, de pétrole et de charbon, comme vous l'avez dit, sous la pression aussi de ce repli des conservateurs américains, est-ce qu'on n'est pas entré dans une phase finalement assez négative? On dit aussi que les guerres sont très destructrices pour l'environnement, qu'elles aboutissent vraiment en général à la hausse des émissions de carbone. Comment vous voyez ce moment actuel? Je pense que c'est précisément le moment où il faut redoubler d'ardeur. Mais c'est vrai que si on n'est pas solide maintenant, on n'a pas passé le point de non-retour. Je ne crois pas. Et je suis très inquiet de ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Très inquiet. Parce que la finance mondiale, elle reste quand même dominée par les États-Unis. Et si les États-Unis régressent, l'Europe va jouer Astérix et on est capable de le faire, mais ça va être beaucoup plus difficile. Est-ce que je peux juste ajouter sur ce point-là un élément qui est le driver, ça ne sera pas la volonté de bien faire, et on voit bien, y compris avec ce qui vient de se passer sur l'avortement aux États-Unis, que les modèles dominants sont dans une phase de réaction phénoménale et qu'ils reviennent en arrière et que leur volonté c'est de revenir en arrière. Après, c'est une représentation du monde. Et cette représentation du monde crépusculaire, elle est très dominante avec le populisme, le souverainisme et tout ce que vous connaissez. En revanche, il y a un truc qui s'appelle le principe de réalité. Le principe de réalité, c'est qu'on est face à des réalités physiques. Aurélien Barraud est un de ceux qui en parlent le mieux. Il explique très très bien qu'en fait, on a aujourd'hui 9 limites planétaires, on en a franchi 6. On continue à stocker du plastique à peu près partout. Je ne sais pas si vous avez vu les photos du désert d'Akatama qui sont pleines de tous les vêtements de Chine, H&M & Co. Donc ça, c'est pas soutenable. Dans sustainable, en anglais, vous avez soutenable et durable.
Donc la question n'est pas tellement le modèle durable, elle est le modèle soutenable. Notre modèle n'est pas soutenable. Donc on a deux options. Soit on anticipe maintenant, on essaie de s'adapter et on appuie sur des curseurs qui vont de toute façon très rapidement avoir une traduction financière et commencent déjà à l'avoir. Soit on attend, on fait cette force d'inertie de réaction parce que Trump a l'air plus fort malgré son âge et son délire. Oui, c'est une réalité. Alors donc soit effectivement on attend ça, et ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus coûteux sur le plan environnemental, social, humain, mais c'est probablement, on est la seule génération, ou les générations vivantes aujourd'hui, qui peuvent regarder ça calmement et se dire j'ai une option à prendre d'un côté ou de l'autre. Et c'est ça qui est intéressant dans l'époque qu'on traverse. Oui, je vois que vous êtes des grands bavards. Je voudrais savoir si les étudiants ont envie de rebondir sur ce que vous venez de nous expliquer. Oui, en effet, bonjour. Je m'appelle Inès Rabi, je suis étudiante à l'ESSEC. Je me permets de rebondir sur ce que vous avez mentionné, Madame Youssoun Traoré, en parlant de l'AG de Total qui avait fait beaucoup de bruit médiatique. Ça fait penser directement à l'idée d'activisme actionnarial, et qui pourrait donc être le fait pour un actionnaire d'intervenir lors d'AG pour interpeller les dirigeants d'entreprise sur certaines pratiques éthiquement contestables. Ça pousserait donc les pratiques de l'entreprise vers le domaine ESG, comme on le mentionnait. Quel est, selon vous, l'avenir de l'activisme actionnarial, et verra-t-on davantage de groupes d'actionnaires s'ériger lors d'AG au nom d'enjeux sociaux ou environnementaux? Alors, je vais essayer de répondre de façon très courte. L'engagement actionnarial reste, à ce jour, je crois qu'on a tous dit à peu près la même chose, c'est-à-dire que les volumes de gestion d'actifs durables n'ont pas transformé les choses et il y a peu d'espoir qu'ils le fassent. En revanche, le poids actionnarial que vous avez, surtout quand on parle des géants que sont BlackRock, en Europe, Amundi, qui quand même pèse plus de 2000 milliards de dollars d'actifs. Donc vous parliez de 3000 milliards, il y en a des milliards, hein, ils sont disponibles. La question c'est effectivement, est-ce que ça va être plus efficace qu'ils sélectionnent des fonds avec des critères plus ou moins drastiques, où ils exercent leur poids d'investisseurs engagés et qu'ils identifient du coup des risques qui vont coûter très cher aux entreprises pour les transformer. Il y a un vrai potentiel, il a été développé en particulier sous l'égide d'une coalition qui s'appelle Climate Action 100+ en 2017, avec l'idée d'avoir des cibles qui sont les 100 plus gros émetteurs de CO2 dans le monde, et de ces cibles-là, l'idée c'est de leur faire diminuer, drastiquement en 5 ans leurs émissions. La démonstration n'est pas encore faite, justement toujours autour de ces CAPEX. C'est-à-dire que ce que montre cette initiative, et ils ont fait des tableaux que je vous engage vraiment à les regarder parce qu'ils sont très intéressants, c'est-à-dire qu'ils montrent que si on regarde là maintenant, entre les engagements de neutralité carbone et un certain nombre de choses, on peut se dire que ça y est, ils ont fait le boulot. En fait, quand on regarde l'engagement des CAPEX de ces grandes entreprises cotées, on voit qu'elles sont totalement antinomiques avec l'objectif d'1,5 degré. Donc il faut beaucoup plus d'engagement actionnarial. C'est un bras de fer extrêmement violent parce que les dirigeants détestent, alors encore plus quand on le met dans le débat public, et donc ils sont violemment opposés avec l'idée qu'un actionnaire, il veut du retour sur investissement, mais certainement pas mettre son nez dans le management. Donc ça, c'est important, ça se passe mal à peu près partout, mais par contre, c'est très intéressant et il faudrait l'intensifier, et il faudrait aussi que le dialogue se passe avec l'actionnaire initial, l'épargnant initial. Et si je pouvais rajouter quelque chose là-dessus, il faut que ce soit contraignant, parce qu'il y a pas mal de votes actionnaires qui ne sont pas contraignants. C'est-à-dire qu'on se retrouve, par exemple, sur les salaires de CEO dans certaines juridictions ou sur des plans de transition, en disant il y a une majorité d'actionnaires qui est pour ce plan de transition ou contre cette rémunération, mais finalement, c'est le conseil d'administration qui décide. Et il faut changer la loi, probablement, pour donner plus de poids à la représentation majoritaire des actionnaires par rapport au board des entreprises. Voilà. J'avais juste un micro-commentaire pour répondre directement à votre question, qui est une très bonne question. Les activistes sont en général vus avec beaucoup de crainte de la part des conseils d'administration, des dirigeants avec lesquels nous travaillons. Et je peux vous dire que, du coup, ce sont souvent des gens qui représentent une fraction infinitésimale de l'actionnariat, donc qui en poids dans le vote est faible. Donc c'est pas ça qui va changer les choses. Ce qui change les choses, c'est qu'ils ont un porte-voix. Ils ont un porte-voix dans les assemblées générales, ils ont un porte-voix à travers les médias, et donc ils comptent beaucoup plus que leur poids actionnarial. Et je peux vous dire que les dirigeants avec lesquels je travaille, en l'occurrence des dirigeants bancaires mondiaux, eh bien ils les considèrent avec beaucoup d'attention, parce qu'ils ont peur des répercussions. C'est les autres pierres angulaires dont je parlais tout à l'heure, auprès de leurs clients, auprès de leurs employés, auprès éventuellement de comment les superviseurs vont les voir, et donc ils y font extrêmement attention.
Alors, justement, sur ces critères qui ne sont pas forcément les bons, la façon d'appréhender l'entreprise, comment vous réagissez à la réaction d'Elon Musk qui dit c'est pas juste, moi je fabrique des voitures électriques et je suis moins bien classé en critères ESG qu'une entreprise que Exxon, voilà. Dans le fond, il n'a pas tort. Alors, il a peut-être des problèmes de gouvernance, lui. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas rentré dans les critères. Mais sur la partie environnementale, ce qu'il dit, il a raison. Voilà. Mais il a probablement une gouvernance qui n'est pas forcément idéale. Mais Anne-Catherine. Alors, ça, c'est un vaste sujet. Effectivement, Elon Musk n'est pas un exemple pour beaucoup de choses. Mais en revanche, il a posé clairement le débat tel qu'il s'instaure aujourd'hui, qui est de dire est-ce qu'on regarde l'activité de l'entreprise, l'impact de l'activité de l'entreprise, ou est-ce qu'on regarde sa capacité à bien remplir un cahier des charges qui sont la notation ESG. Et ce qu'il a oublié d'expliquer dans son histoire, c'est quand la Transition Pathway Initiative avait évalué Tesla, ça veut dire, OK, la voiture électrique, alors déjà on peut discuter de la voiture électrique, mais enfin bon, admettons que ce soit une solution pour le climat. En revanche, rien dans le process de production des Tesla n'était orienté climate friendly. Donc ils étaient mal notés aussi. Donc ça, il a oublié de l'intégrer dans le débat. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est la notation ESG. Elle sert à quoi et dans quelle dynamique on la regarde? Si on fait ce qui est le cas, et j'imagine qu'un certain nombre de vos clients sont plutôt là-dessus, sur 300 critères complexes où il y a des effets de moyenne énormes, surtout si on est bien conseillé pour bien remplir les questionnaires. Et donc, effectivement, Exxon a compris depuis longtemps qu'il avait tout intérêt à bien remplir ces questionnaires et du coup, il est assez bien noté, d'où sa sélection dans ce fameux indice. En revanche, si on est sur une logique d'évaluation à la fois de l'impact global en double matérialité, comme l'expliquait Laurent, et qu'en plus, on regarde effectivement quelle est l'activité de l'entreprise et quel est son impact, et surtout quelle est la trajectoire, comme j'expliquais tout à l'heure, alors là, ce n'est pas la même notation. On n'est pas du tout dans ce monde-là de l'ESG aujourd'hui. En revanche, on y va, et pour l'instant, on n'y va que sur le climat. Et donc là, on regarde les trajectoires, les stratégies, on évalue l'impact, et dans ce cas-là, j'allais dire, ni Exxon, ni Tesla ne sont éligibles, en fait. Donc, voilà. Alors, comment travaillent ces cabinets d'audit? Vous aviez des questions sur le sujet pour tous les intervenants? Effectivement, on avait une question. On se demandait, en fait, comment est-ce qu'on... je parle dans le micro. On se demandait, en fait, comment est-ce qu'on... Vous pouvez vous présenter. Oui, d'accord, bien sûr. Amine, étudiant en école de commerce, effectivement, c'est une question qu'on se posait. On se demande comment est-ce qu'on mesure l'impact durable d'une entreprise. Il y en a beaucoup dans les institutions financières qui ne jouent que le rôle, finalement, d'intermédiaire entre des entreprises et des acteurs. C'est le point que je disais tout à l'heure, dans la ruée vers l'or, ceux qui gagnent de l'argent, ce n'est pas ceux qui trouvent de l'or, c'est ceux qui fournissent les pelles, les pioches et les barbelés. Et moi, j'ai eu cette discussion quand j'ai commencé, après avoir quitté la Banque mondiale, quand je commençais à réfléchir à ce que je voulais enfin faire quand je serais grand, donc vous avez du temps, j'étais allé voir des fonds d'investissement, et je me souviens notamment d'un fonds à Londres qui m'avait dit « Vous emmerdez pas avec l'impact, la finance durable, ça c'est des trucs, ça marche pas, allez faire les pelles et les pioches. Donc faites financer des investisseurs, vous avez une réputation, vous avez un nom, on va construire quelque chose, etc. » Moi, juste, ça ne m'intéressait pas tellement, je ne l'ai pas fait. Mais fondamentalement, ça ramène à ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans ce débat sur les normes, etc., il y a à la fois ce débat de valeur, on n'a pas forcément la même vision vue de Beijing, vue de Washington, vue de Bruxelles, et en plus, il y a derrière des gens qui ont un intérêt à ce qu'on choisisse plutôt leurs normes que les normes du voisin. Parce que derrière, effectivement, regardez la valorisation de Standard & Poor's, de Fitch et de Moody's, c'est les grands gagnants de l'épisode précédent. Et ce n'est pas une surprise s'ils investissent massivement dans l'extra-financier aujourd'hui. Et donc, il y a toute cette migration qui se passe, qui n'est pas exemple d'ambiguïté, parce que le rating au sens traditionnel, ou l'évaluation au sens traditionnel, c'était assez simple. En réalité, la beauté du système dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est qu'il est assez simple. Ça marche très bien sur tableur Excel, enfin vous avez tous appris ça à l'école, les modèles on sait faire, la valeur financière c'est assez simple. Là on rentre dans un univers avec pas mal d'entrées, pas mal de variables. Et donc c'est très compliqué, comme l'a dit Anne-Catherine, on peut avoir 300 variables, donc comment ça marche? Comment est-ce qu'on est sûr? Alors quand on s'appelle Exxon ou Tesla, on a des gens qui peuvent vous mettre l'info qu'il faut. Quand je vais voir mon producteur de fleurs en Équateur, c'est un peu plus compliqué. Donc on sent bien que tout ça grouille, qu'on a des niveaux d'exigence et niveaux de qualité qui sont très différents, et qu'au fond, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va sérieusement bouger dans ce système? Et si oui, est-ce qu'on est prêt à payer pour ce système? Parce que ça coûte. Moi, j'ai été directeur financier, j'ai dit plusieurs fois, je payais plusieurs millions ou dizaines de millions mes auditeurs chaque année sur mes comptes.
Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule entreprise qui paye ça pour son ESG. Donc tant qu'on ne met pas les moyens nécessaires pour faire ça... Oui, et en plus, elle pense que c'est un coût, alors que ça doit être un investissement. Exactement. Il faut donc mettre du pognon dans l'ESG. On est encore mentalement dans une démarche d'arrière-garde, même pour les entreprises les plus innovantes. Donc ce que je crois, c'est qu'il va se passer quelque chose, qu'il y a des intérêts majeurs qui se mettent en place et qu'il faut que ça se passe plutôt bien. Regardez l'affaire Orpea. Je ne sais pas si vous avez ça à l'esprit. Orpea était plutôt bien classé d'un point de vue ESG. Et puis brusquement, il y a un bouquin qui sort, on creuse, et on s'aperçoit que la boîte est quasiment en faillite aujourd'hui. Pourquoi? Parce que toute une série des gens qui font ces évaluations le font sur base déclarative de l'extérieur, vous expliquent qu'ils font de l'intelligence artificielle, qu'ils vont prendre des indicateurs, ça tourne et ils vous sortent une note. En fait, c'est très compliqué de rentrer dans le cœur d'une boîte. Encore une fois, je ne veux pas rappeler pour la 3e fois que j'étais directeur financier, mais mon job, c'était quand même d'habiller la mariée tous les trimestres. Donc on est beaucoup mieux équipé pour habiller la mariée que le gars qui vient me voir de l'extérieur. Donc ça va continuer. Donc on est dans un moment qui va être extrêmement difficile, essentiel, parce que tant que les gens n'auront pas confiance, il y aura une suspicion de greenwashing. Et ça, on n'y échappera pas. Est-ce que c'est réaliste? Comment on fait pour mener ces enquêtes poussées? Justement, oui. Justement, le standard de reporting ESG dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose de fondamental, parce qu'il va apporter l'audit de l'ESG. Aujourd'hui, l'ESG n'est pas audité. Mais quand ce standard va être mis en place, c'est prévu pour 2024, les entreprises vont devoir rapporter telle et telle et telle métrique et les auditeurs vont devoir l'auditer. Voilà, donc c'est un nouveau business d'ailleurs qui va être pour les sociétés qui font de ça. Et donc il y aura plus de sécurité, il y aura plus de confiance qui sera apportée au système. C'est un début de réponse. D'accord, je crois qu'il y avait une deuxième question sur ces sociétés d'audit. Ou si vous voulez intervenir sur un autre sujet, mais justement sur le... Oui, bonjour. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Jeanne Terpro et je suis diplômée d'un master en finance durable. Je voulais revenir sur le sujet de la responsabilité fiduciaire. Aujourd'hui, comme vous le savez, le track record, c'est-à-dire la performance d'un fonds d'investissement, est regardé de très près par les actionnaires. Et de plus, les gérants ont aussi un devoir fiduciaire, c'est-à-dire une obligation de maximiser les rendements des investisseurs avant toute chose. Ma question est alors, comment la responsabilité environnementale pourrait-elle précéder cette obligation fiduciaire des gérants afin de placer les enjeux environnementaux au premier rang des décisions d'investissement? Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans les règles telles qu'elles sont posées aujourd'hui, la question, on le donne en plus. Alors, on intègre petit à petit la dimension carbone, parce qu'elle est relativement simple et qu'il y a toute une série de textes qui nous poussent dans cette direction, et tant mieux. Quand on va commencer à rentrer dans les sujets un tout petit peu plus compliqués comme la nature, la biodiversité ou le social, ça va être extraordinairement difficile. Et pour l'instant, ça n'est pas intégré. Donc tant qu'on n'entre pas dans ce que je dis souvent, il faut ouvrir le capot, prendre ses outils et faire les réglages. Sinon, on se raconte des histoires. Donc il faut rentrer dans le dur. C'est tous les enjeux type EFRAG dont on parlait tout à l'heure, type IFRS, ISSB, Emmanuel Faber. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces sujets aujourd'hui. Mais encore une fois, tant qu'on ne rentre pas dans le dur et qu'on ne change pas les objectifs, on est dans le... En fait, l'industrie financière, elle est née dans les années 50 à l'Université de Chicago, c'est le couple risque-rendement, ce que vous avez tous appris dans vos écoles. Mais il faut qu'on complète ce couple risque-rendement, ce qui est déjà compliqué. Quand vous faites un modèle financier, en réalité, il y a déjà plein de variables. On rentre plein de choses, on fait plein de sensibilités, merci Excel. Et bien, on devrait être capable d'intégrer dans ces calculs tout ce dont on parle aujourd'hui pour donner une valeur. En fait, aujourd'hui, on a un modèle financier qui donne de la valeur au facteur qui est de moins en moins rare, qui est l'argent. On l'a redit, on a trouvé 14 000 milliards avec le quantitative easing, on trouve de l'argent tous les jours, et on ne donne pas de valeur au facteur qui est devenu rare, qui est le facteur environnemental, qui est le facteur humain, qui est le facteur social et sociétal. Ça n'a pas de valeur. L'enjeu des 30 prochaines années, c'est qu'on réintègre ça dans nos modèles, de même qu'il faut se poser la question de la manière dont on calcule le PNB. Je pense qu'il va falloir revoir sérieusement nos normes comptables. Alors, si je peux me permettre, ce qui va permettre d'accélérer ça, c'est la responsabilité juridique. Parce que dans risque, il y a effectivement juridique. Il faut que vous ayez en tête que quand en 2006 ont été lancés les principes pour l'investissement responsable, qui aujourd'hui sont signés par la plupart des grands investisseurs qui agissent sur ces sujets-là, il y a eu un débat colossal entre, en gros, canado-américains et européens sur la responsabilité fiduciaire. Et ils ont fait travailler un cabinet d'avocats, Freshfield Burbanks, pour regarder comment la législation en 2005 pouvait ou non, est-ce qu'il y avait un risque finalement à dire qu'on prenait en compte des critères ESG sur sa responsabilité fiduciaire. Et en 2005, d'ores et déjà, la réponse de Freshfield Burbanks, qui était par nature neutre, a expliqué qu'en l'état actuel des législations de chacun des pays observés, il y en avait 11 de mémoire, eh bien, c'était un risque de ne pas le faire.
Parce que ce qui en 2005 était de la prospective, c'est-à-dire d'imaginer qu'on allait attaquer des entreprises en responsabilité climatique, qu'on allait attaquer des entreprises parce qu'elles mentaient sur leur durable. Je suppose que vous avez vu que DVS, qui est la filiale gestion d'actifs de la Deutsche Bank, a une descente de police parce qu'elle a prétendu avoir 439 milliards d'euros en durable et qu'en fait elle n'a aucun élément de preuve pour ça. Donc elle a une descente de police pour saisir tous ces ordinateurs et pour voir qui et à quel moment avait décidé qu'on allait transformer par magie 439 milliards de dollars en finances durables. Donc ça, c'est des risques juridiques. Vous avez aussi l'attaque, par exemple, de Zero Waste sur New Balance et Adidas parce qu'ils ont des allégations environnementales sans fondement scientifique. Donc là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que dans plein de législations, vous avez des pensionnés, des retraités qui peuvent tout à fait attaquer si leur fonds de pension se casse la figure parce qu'ils ont tout investi dans le pétrole et qu'à un moment il y a une catastrophe dans la valeur pétrolière. Ils peuvent tout à fait attaquer les fonds de pension parce qu'ils n'ont pas appliqué de critères ESG et que donc ils ont perdu leurs économies puisqu'on a bien dit que ce n'était pas l'argent de ces acteurs mais le sien. Donc c'est ça qui est en train de gagner en fait, c'est la menace du risque juridique parce que le temps qu'on arrive à toutes ces réglementations est possiblement encore un peu long. Alors en une minute, je trouve ça une excellente question et je vais peut-être être l'optimisme BA de la bande, mais je pense qu'à moyen terme, il y a une convergence entre les aspects de rentabilité financière et les aspects d'alignement avec les critères dont on parle. Malgré toute la difficulté que Bertrand a rappelée, et je suis d'accord, il y a une convergence. Aujourd'hui, on parle par exemple des fameux stranded assets. Vous savez, ces actifs échoués, des actifs qui ne serviront plus à rien demain potentiellement dans un monde largement décarboné. Ces actifs, potentiellement, aujourd'hui, si on regarde la valeur nette active, quel que soit le taux d'intérêt qu'on passe, ils valent zéro potentiellement. Donc, si les gérants d'actifs font leur travail, y compris sur le devoir fiduciaire, ils intègrent cette dimension-là. Alors après, ils les intègrent évidemment avec des scénarios, mais à terme, tous ces actifs qui ne sont pas décarbonés, ils ne valent rien. Et donc, il y a alignement à terme, de nouveau avec un petit optimisme, sur ces deux dimensions. Pardon, alors c'est parfaitement exact, mais c'est aussi un risque d'arbitrage au niveau international. C'est-à-dire que quand c'est sous la loupe, ces affaires se passent et que derrière, vous avez un NJ ou quelqu'un qui va dire « je vends mes actifs potentiellement stranded, je ne veux plus faire que du durable », il y a quand même des gens qui les rachètent. Ils ne sont pas fermés et mis à la casse. Il y en a une partie qui sont fermés et il y a une partie où le gars se dit dans les 10 ans où je peux encore presser le citron, je presse le citron. Donc en réalité, la grande entreprise vis-à-vis de ses actionnaires se sent mieux parce qu'elle est plus propre, mais derrière, le monde ne se sent pas mieux parce que l'actif est passé ailleurs. Donc là aussi, il faut faire en sorte, c'est vrai que l'approche européenne est bien, il ne faut pas faire une approche entre entreprises cotées et non cotées, il faut faire une approche par tout type d'entreprise. Sinon, vous risquez d'avoir des gigantesques arbitrages où en gros, on va planquer la moquette sous le tapis avec des gens qui ne sont pas réglementés. Il y a des cas récemment où les entreprises cotées ont sorti en private equity des actifs sales. En particulier dans l'énergie. Allez-y, oui, précisez l'exemple, oui. L'énergie fossile américaine, gaz de schiste, Canada. Tout ça, ça existe notamment parce que les externalités ne sont pas bien pricées. Ils ne sont pas pricés. Si on priçait par exemple le carbone à un niveau raisonnable, du coup tout ça, ça tombe aussi, y compris, et c'est la manière de résoudre l'équation entre les aspects différents de. Vous voulez dire que la balle est dans le camp des États qui doivent imposer une taxe carbone ou un marché du carbone plus efficace? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je pense que le carbone, c'est l'éléphant dans la salle. Puisque pour une économie décarbonée, on voit bien qu'il y a même le mot carbone dedans. Donc si le carbone n'est pas pricé, il manque un élément fondamental dans l'équation. Alors, est-ce que ça doit venir des États ou est-ce que ça va venir des acteurs privés? Un peu les deux, mon capitaine. Il y a un certain nombre d'initiatives privées pour créer des marchés de carbone volontaires. Il y a des initiatives d'État, par exemple, pour mettre dans le cadre des taxes douanières le prix du carbone lorsqu'on importe des choses. Voilà. Je ne sais pas quel est le résultat final de tout ça et qu'est-ce qui va arriver le premier, mais ce qui est sûr, c'est que cette dimension-là, elle est fondamentale. Alors, moi, je pense qu'il faut... Alors, le marché du carbone, c'est du grand n'importe quoi. Nous avons Vous parlez du marché européen? Non, je parle de tous les types de marchés. Le volontaire, l'offset qui part de 2 ou 3 $ la tonne à 175 $ la tonne. Et ensuite, les marchés réglementés comme l'EU ETS, qui est un marché de quotas où la tonne doit sortir à 85 €. Donc on est avec des disparités de prix qui n'ont rien à voir et qui sont totalement délirantes.
quand l'IEA, comme le disait Anne-Catherine tout à l'heure, en tout cas le terme IEA, recommande 250 $ la tonne pour faire une économie neutre en carbone. Donc on est très très loin de ce qu'il faudrait. Donc on ne peut pas laisser le marché faire, on ne peut pas laisser les initiatives volontaires faire. Je pense qu'il faut un prix politique du carbone. Le problème, c'est que les COP ne sont pas capables de le mettre en place. Donc peut-être que c'est l'OCDE qui a été capable de mettre une taxe, corporate tax de minimum 15% acceptée par 140 pays, même si la Hongrie dit non, mais elle va venir dans les rangs. Peut-être que c'est l'OCDE qui va faire ça. Peut-être que c'est, comme disait la chef de World Trade Organization, maintenant que les volumes globaux diminuent, elle avait proposé, on peut peut-être s'occuper de la taxe carbone. Mais il faut mettre d'accord tous les États autour de la table et qu'il y ait un prix politique du carbone. Je peux ajouter un Allez-y. En fait, on tourne tous sur l'idée que le constat, il est fait, il est partagé. La question, c'est qui a l'intention d'agir et de commencer. On connaît tous des entreprises, j'en ai rencontré une il y a quelques jours, qui a fixé elle-même un prix à 200 € la tonne de CO2. Ça a un impact évident sur ses choix d'investissement stratégique, etc. Et elle le fait parce qu'il y a un vrai shift stratégique au sein de l'entreprise. Et en fait, il y a deux mots que j'ai repérés depuis un petit moment, c'est la transition juste et la taxe carbone mondiale, qui sont en général, alors ça dépend qui les utilise, hein, bien sûr, mais dans les deux cas, c'est souvent l'idée de dire « Ah ben non, on ne peut rien faire ». Parce que vous vous rendez compte, si on s'attaque aux énergies fossiles, aux automobiles, etc., il y a tous ces gens qui travaillent pour eux, qui vont manifester, faire les gilets jaunes, enfin tout ce que vous voulez. Donc on ne peut rien faire. Et puis de l'autre côté, si on n'a pas de taxe carbone mondiale, on ne va pas y arriver. Et bien sûr, mais sauf que le temps qu'on y arrive, je pense que même les plus jeunes d'entre nous seront peut-être plus là. Hein. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a rien qui empêche de le faire, en fait. Il n'y a rien qui empêche de commencer. En revanche, la seule chose qui manque, c'est l'intention, c'est l'envie. Et une fois qu'on a fait le constat de se dire, bon, c'est plus tenable, on va faire autrement. Et c'est possible puisqu'on est dans un monde dérégulé, en fait. Donc en quoi le fait de faire quelque chose qui n'est pas régulé, et forcément, c'est une disruption, bien sûr, mais rien ne l'interdit, en fait. Sauf quelques règles, mais c'est pas grand-chose. Et vous avez tout un discours construit sur le fait que c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Une entreprise qui fixe elle-même le prix du carbone à 200 €, c'est bien ça, le chiffre que vous avez donné, oui, tout à fait. Elle reste compétitive. Bien sûr, parce que après, c'est pas parce qu'elle a décidé que ça. Elle a un modèle. Alors, en plus, en l'occurrence, c'est une entreprise qui s'appelle Nexans qui fait des câbles pour tout ce qui concerne l'électrification. Donc, ils sont évidemment sur un marché porteur. Et la façon dont ils construisent leur business, c'est de maximiser, évidemment, ils cherchent à faire des profits. Enfin, c'est une entreprise tout à fait normale. Mais en revanche, la logique, c'est d'inscrire ce business dans une dimension durable. Et donc, par exemple, pour la question de la proximité, à quoi sert, enfin, comment dire, ils essaient d'avoir des clients qui sont le plus près possible de l'endroit où il est posé le câble, enfin, de repenser tout ce système-là. Il y a aussi tout un système pour récupérer le cuivre, puisque c'est une des choses qui va manquer aussi, hein, puisqu'on parle de la transition énergétique. On est à 23 millions de cuivres produits dans le monde, il en faut a priori 35 millions, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc du coup, il va bien falloir commencer à récupérer le cuivre pour faire l'électrification dont on a besoin. Donc cette logique de on n'est pas rentable, et il le dit très bien le dirigeant de cette boîte, c'est que c'est pas la question de la rentabilité, comment on la mesure. Ils continuent à faire des profits, mais ils ont changé un certain nombre de paramètres qui font que les analystes financiers les regardent en disant, je ne comprends pas très bien votre modèle là. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer? Il a choisi de réduire ses clients pour, ils appellent ça le mauvais cholestérol, donc il a viré les clients qui n'étaient pas, ce qui paraît complètement disruptif, mais c'est possible. Et effectivement, ça suppose de repenser son modèle. C'est ça la clé, en fait. Alors, je vais donner la parole encore une fois aux étudiants et éventuellement dans la salle, si vous avez des réactions, des questions, elles sont bienvenues. Oui. Alors, une question d'un étudiant, puis après on prendra plusieurs réactions de la salle. Alors moi, c'était... bonjour, je m'appelle Arnaud Kwenda, je suis étudiant en droit des affaires à la Sorbonne, en master. Et pour revenir sur la question des actionnaires et de leur poids dans la transition écologique, parce que c'était quand même le thème de la conférence, vous avez parlé, monsieur Bertrand Badré, vous avez dit que la France n'est pas champion du monde, enfin, qu'il n'y a pas de champion du monde, mais est-ce que quand même
par les différentes expériences dans différents pays que vous avez tous eues au niveau des assemblées d'actionnaires et de la finance en général. Vous tirez quelque enrichissement de l'observation de ces systèmes étrangers et du coup peut-être des propositions pour améliorer le droit des sociétés, le droit français des sociétés. Je sais que par exemple on en avait discuté aux États-Unis, contrairement à la France, il n'y a pas de seuil de participation minimum pour inscrire une résolution à l'ordre du jour. Je sais aussi que M. Bertrand Badré, vous parliez du fait que l'actionnaire s'inscrit dans une logique d'investissement à court terme et de rendement en général, mais il y a par exemple eu la loi Florange en 2014 qui favorise justement l'investissement à long terme en accordant un droit de vote double aux actionnaires, je crois, qui sont inscrits en compte titre depuis plus de 2 ans. Donc il existe quand même des réformes qui sont possibles pour améliorer le poids des actionnaires et l'activisme actionnarial. Et quelles propositions pouvez-vous apporter ? Comme dit généreusement Jacques Gounel, comme tu as été interpellé. Non, bien sûr qu'il faut, Laurent faisait référence au rôle possible de l'OCDE. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui se passent dans pas mal de pays et que c'est important d'échanger. C'est pas naturel, hein, faut pas, là aussi, chaque pays était plutôt assez arc-bouté sur son histoire. On voit déjà les difficultés en Europe, où ça fait quand même depuis 1957, 65 ans qu'on est ensemble et que ça converge, mais qu'il y a encore beaucoup d'écarts, enfin que le marché n'est pas unique dans toutes ses dimensions, et en particulier sur la gouvernance. Donc ça va dans cette direction. Il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. C'est pas parce qu'on va donner plus de pouvoir à l'actionnaire qu'il va l'utiliser dans le sens dont on parle aujourd'hui. Donc là aussi, il faut être assez lucide. Encore une fois, les activistes ont permis de faire des choses chez Exxon, par exemple, qui ont eu des seuils qui sont un peu différents aux États-Unis. Tant mieux, on aurait pu avoir des activistes dans l'autre sens. Enfin, là aussi, c'est pas. Donc, faut être assez prudent, mais il faut regarder ce qui se passe absolument chez les uns et chez les autres. Moi, ma crainte, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est en amont de tout ça, c'est une divergence, ce que disait Laurent tout à l'heure, sur les modèles, sur la vision du monde. C'est ça qui va traverser tout et qui va s'imposer aux entreprises. Est-ce que les consommateurs, les actionnaires, les collaborateurs, les talents, comme on dit aujourd'hui, vont nous entraîner dans la bonne direction, ou est-ce qu'il va y avoir une régression collective qui va nous emmener dans une mauvaise direction, ou est-ce qu'il va y avoir une fragmentation ? Je travaille avec des entreprises aux États-Unis qui me disent « je suis très embêté parce que j'ai des consommateurs républicains et démocrates, comment je fais pour traiter les deux aujourd'hui ?» Ça devient difficile. Regardez le débat sur l'avortement, regardez ce qui s'est passé en Floride avec Disney, où effectivement le gouverneur de Floride a dit on ne peut plus parler de genre et d'éducation sexuelle trop jeune. Disney a dit ça me pose un problème, et le gouverneur a dit ça te pose un problème, je t'enlève tous tes privilèges fiscaux. Enfin, c'est ça le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc là aussi, on a plutôt tous envie d'y croire et de penser que toutes ces règles vont nous emmener dans la bonne direction. Non, les règles, elles seront, encore une fois, la finance, les règles de gouvernance, ça, c'est des outils. Il ne faut pas croire que c'est la finance et la gouvernance qui va transformer notre monde. Si on a la volonté de transformer ce monde, ce sont des outils qui nous permettront de le faire. Et souvent, il faut se rappeler la sagesse populaire, c'est la main qui contrôle l'outil, ce n'est pas l'outil qui contrôle la main. Et on est précisément dans ce moment de tension où ce n'est pas très clair qui contrôle quoi aujourd'hui. Et donc ces outils, il faut les transformer, il faut les adapter, mais encore une fois, ces outils peuvent être détournés. Merci Bertrand Badré. Maintenant, je vois que vous avez été plusieurs à lever la main dans la salle, si vous voulez vous exprimer. Bonjour, merci pour tout ce débat qui est extrêmement riche. Alors moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la finance, mais il y a une chose qui m'interpelle beaucoup, c'est que certes, on est citoyen, donc on peut déjà agir de cette manière-là, on peut être militant et agir aussi à ce niveau-là, mais on a un peu d'épargne qu'on place, on ne sait pas où, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et je trouve que du côté de la finance, il y a un manque, pas de transparence, je pense, mais c'est un débat d'experts. Et le petit porteur qui a un petit peu d'argent à mettre de côté n'est pas très informé. Alors, je vais parler d'un document que j'ai lu récemment avec un indice qui s'appelle Vérité 40. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça m'a beaucoup interpellée et je me suis dit, mais au fond, oui, si je veux mettre un peu d'argent dans quelque chose, dans quoi il faut le mettre? Parce qu'il y a tellement de débats qu'on ne sait plus non plus quoi faire. Or, je pense que l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre et qu'on peut aussi avoir, par son investissement, un comportement qui favorise justement à faire basculer la balance du bon côté. Qu'en pensez-vous? Quel éclairage pouvez-vous nous donner là-dessus?
Oui, merci d'avoir posé cette question. Effectivement, comment est-ce que les épargnants peuvent prendre en compte ces critères? Alors, je vous demande une réponse assez courte. Il y a 4 personnes qui veulent encore s'exprimer. Je vais faire très court. Dans le plan d'action européen, la dimension épargnant a été intégrée et depuis le début, on a du coup influencer une nouvelle régulation qui va se mettre en place cet été qui oblige votre conseiller bancaire à vous poser des questions sur vos préférences durables. Concrètement, vous êtes une militante environnementale pure et dure, on n'est pas censé vous proposer un fonds où il y a des compagnies pétrolières. Vous êtes quelqu'un de plus nuancé, vous avez l'impression que vous voulez pas trop telle chose ou telle chose, ça va vraiment changer la donne. Et vous avez tout à fait raison, il y a un manque total de transparence puisque la complexité de la régulation financière, elle est pensée pour que justement l'épargnant ne s'en mêle pas. Il doit faire confiance à la banque à qui il confie l'argent. C'est en train de changer. À Novetic, ça fait 20 ans maintenant qu'on milite pour cette idée qu'on veut de la traçabilité sur ce qu'on mange, ce qu'on boit, quels médicaments on prend, etc. Très logiquement, où va son argent est une question de base à laquelle il faudrait répondre. C'est une première pierre. Ma conviction profonde, c'est que grâce à ça, on va changer la conversation entre l'épargnant et son conseiller financier. Ça va obliger à former les conseillers financiers. C'est une partie, nous, on fait ça comme métier, pour expliquer comment on explique tout ce qu'on vient de se dire. Ça ne va pas être opérationnel en septembre 2022, mais en revanche, c'est quelque chose qui est en train de changer. Et vous êtes parfaitement légitime à demander où va votre épargne. C'est votre argent. Donc, à partir de là, la légitimité est totale. Et en revanche, il va falloir que l'univers bancaire et financier revoie son logiciel dans sa capacité de dialogue et d'explication et de justification à son client. Juste pour ajouter quelque chose, il y a un outil qui existe déjà, qui s'appelle Climetrics, qui note 18 000 fonds et qui mesure la performance environnementale de 18 000 fonds. C'est un site qui est ouvert au public. Et donc, vous pouvez demander à votre banquier de vous proposer des fonds à 5 feuilles, la meilleure note, Climetrics, donc ça existe déjà. Pour revenir à Vérité 40, c'est très bien. Ils ont fait le calcul en disant si chaque entreprise doit payer sa taxe carbone à 113 € la tonne, eh bien, laquelle pourrait avoir encore du profit? Bon, ben, ça donne Vérité 40. La moitié sort et l'autre moitié reste. Bon, on a donc des conseils concrets pour épargner. Alors, on va encore prendre 2 questions peut-être à la fois de la salle, puisqu'il nous reste très peu de temps. Déjà, merci pour vos interventions. J'avais une question sur la partie actionnariale. J'avais déjà entendu parler des fonds activistes qui avaient réussi à impacter la gouvernance, bon, pas dans un bon, on va dire, une bonne intention, parce c'était au nom du profit, on va dire. Mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir, on va dire, des fonds activistes, mais au nom de la transition qui pourrait émerger? Des fonds vertueux? Il y en a déjà. Hein. Il y a un fonds, un hedge fund qui s'appelle SIF, qui demande aux entreprises de produire un plan de transition, et ils ont développé quelque chose qui s'appelle Say on Climate. Donc vous votez le plan de transition de l'entreprise. Et il se sert beaucoup de ça. C'est quelqu'un qui a fait de l'argent en shortant des entreprises. C'est un fonds en Angleterre, Chris Horn. Et maintenant, il demande aux entreprises, donnez-moi un plan de transition crédible sur lequel je voterai avec mon argent. Vous avez le cas aussi du multimillionnaire australien qui a fait fortune dans la tech et qui a disrupté fortement le conseil d'administration de la principale producteur de charbon pour arriver à faire fermer la centrale à charbon. Oui, donc ça existe. Pas d'exemple en Europe pour l'instant, très bien. Alors, une autre question. Bonjour. D'abord, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'ai une petite question. Donc, j'ai étudié pas mal le Say on Climate. Et dans un premier temps, évidemment, quand on voit ce qui a pu être fait, on est assez béat, effectivement, d'admiration, je dirais. Et puis, dans un second temps, on est un peu mal à l'aise quand même, notamment parce qu'on ne comprend pas bien quelles sont exactement les intentions des actionnaires. Et paradoxalement, en même temps, on se dit qu'on aimerait quelque chose de plus contraignant pour faciliter, favoriser ces initiatives. Moi, ce que je me demande, c'est à quel point est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à un autre niveau dans la gouvernance des sociétés, par exemple au niveau du conseil d'administration, pour essayer de lui donner un réel rôle dans ce cadre-là, et peut-être pour essayer de, sans remettre complètement en cause le modèle de Milton Friedman, peut-être rationaliser un peu la place de l'actionnaire et redonner davantage de voix à la fois
à d'autres intérêts, que ce soit ceux des stakeholders en général, celui de l'environnement. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci. Merci, c'est une très bonne question. Je peux vous dire que les conseils, ils mettent ça très haut dans leurs priorités. Alors, ils le mettent dans un cadre d'ensemble, y compris la profitabilité de l'entreprise, mais y compris dans le fait que, pour parler des autres stakeholders, les clients, les employés, etc., poussent dans cette direction-là. Alors après, ils le poussent de manière diverse, selon la diversité. C'est pas la même chose si on est une boîte au Texas ou si on est une boîte en Allemagne. Mais en tout cas, il est certain qu'au niveau des conseils, c'est un sujet qui est très haut dans l'agenda. Une des banques pour lesquelles je travaille, c'est à peu près la moitié de l'agenda qui est pris entièrement par ces sujets-là. Alors, est-ce qu'elles répondent bien ou pas bien? C'est à vous d'en juger collectivement, mais en tout cas, par rapport à votre question, c'est à l'agenda. Je crois qu'il y avait encore une dernière question dans le public. Excusez-moi, Bertrand Badré, allez-y. Non, mais la question de la gouvernance, elle est centrale, elle est souvent un peu pas très bien comprise, parce que vu de l'extérieur, on ne sait pas très bien comment ça marche, etc. Mais c'est le nœud. Si la gouvernance intègre ces préoccupations, c'est dans ces conditions qu'on peut évoluer. Moi, je me souviens, j'ai été administrateur des deux côtés de l'Atlantique. Je me souviens d'une entreprise dans laquelle j'étais administrateur qui a été rachetée. Au moment de la décision, il y avait un avocat dans la salle qui m'a dit « Bertrand, on sait ce que tu penses, tu es là juste pour juger l'intérêt de l'actionnaire. Donc tu nous épargnes tes commentaires sur le reste. » Donc c'est ça, la gouvernance dans le dur, au moment où il y a des décisions à prendre, c'est comme ça que ça se prend. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, ça a été un peu dit en filigrane dans tout ce qu'on a dit, c'est qu'on est passé sur ces sujets-là d'entreprises militantes il y a 20-30 ans, type Patagonia, à des entreprises qui agissent un peu par peur aujourd'hui ou par crainte de leur réputation. Ils disent « bon, je fais ce qu'on me demande et j'espère pas être prise par la patrouille », à des entreprises un peu plus stratégiques qui disent « ok, on est encore un peu dans le brouillard, enfin moi j'ai ma boussole, donc je sais tracer dans le brouillard, et je sais que d'une certaine manière j'ai besoin de cette direction si je veux avoir le droit, comme disent les anglo-saxons, « license to operate ». Si je ne suis pas capable de traiter ces sujets dans 5 ou 10 ans, je vais sortir du marché, donc j'y vais quand même. Et c'est cette bascule qui pour moi est la clé de l'évolution. Si on a une masse critique de gens qui comprennent que c'est leur intérêt, même si c'est coûteux, même si c'est un investissement, même si c'est pas complètement certain, à ce moment-là, le système ira. Mais si on a, compte tenu des événements ukrainiens ou autres, des gens qui hésitent, qui vacillent, etc., on n'ira pas. Je pense qu'on est vraiment à ce moment où on est dans le brouillard. Est-ce qu'on aura une minorité qui va devenir une majorité de gens déterminés qui disent on y va, et la gouvernance nous suit, et je suis dans des conseils, c'est effectivement des conversations qui ne sont pas faciles, surtout quand à court terme vous avez des problèmes de récession, d'inflation, de tensions commerciales, de chaînes d'approvisionnement, où en gros on dit en plus tes histoires, ça commence à bien faire. Donc la gouvernance, c'est le nœud. Pour le coup, c'est la vraie pierre angulaire de tout notre débat, et elle est très mal comprise par l'essentiel des gens, parce qu'en général c'est assez opaque. Alors, il nous reste 2 minutes. Vous pouvez poser votre question et puis je vais vous demander de répondre. Merci beaucoup pour vos interventions. Et de conclure. Vous avez souligné l'importance de la finance durable pour donc décarboner la production énergétique, notamment dans le cadre de la transition énergétique. Si on élargit un peu le débat à la question de la transition écologique, il me semble qu'on doit apporter également une composante de sobriété. C'est ce que souligne notamment l'Agence internationale de l'énergie qui dit qu'on devrait être plus sobre dans le futur. Pour faire un lien également avec l'actualité, ce matin, il y a eu une tribune qui a été signée par les patrons de Total Energy, de EDF et de Engie, qui appellent les Français à consommer moins d'énergie, effectivement pour faire face à cette crise énergétique, mais ça s'inscrit totalement dans les questions de transition écologique. On devrait être plus sobre à l'avenir. Ma question, c'est est-ce que la finance, qu'elle soit durable ou non, est équipée, d'après vous, pour faire face, ou voire même pour s'aligner avec ces questions de sobriété? Et si on peut prononcer un peu un gros mot, est-ce qu'elle peut rompre avec la question de croissance qui semble assez intrinsèque au secteur financier? Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, la finance c'est un outil. Donc soit vous en prenez le contrôle, soit vous n'en prenez pas le contrôle. C'est comme l'eau. L'eau, ça suit la ligne de plus grande pente. Si vous mettez aucune canalisation, ça file tout droit et ça trouve son chemin. La finance, si vous laissez aucune règle, et c'est malheureusement un des sous-produits du système des années 70 et 80, c'est ce qu'on appelle le light touch regulation. Les marchés savent. Mon maître s'appelait Michel Cantu, était directeur général du FMI, il me raconte cette anecdote extraordinaire. En 1990, après la crise de la dette en Amérique latine, il convoque en tant que patron du FMI les grandes banques qui avaient été à l'origine de cette crise de la dette et leur dit écoutez, ok, les pays ont trop emprunté, mais enfin, vous leur avez aussi trop prêté. Margaret Thatcher était à côté de lui et lui dit Don't lecture the banker, they know. C'était ça le mode. Et donc, c'est bien de ça. Voilà, there is no alternative. Le marché sait, etc. Et donc, c'est bien ce système dont il faut sortir aujourd'hui. C'est bien cette espèce de croyance, en espèce de régulation naturelle qu'il faut modifier. Et c'est compliqué parce qu'encore une fois, on vit dans ce système. On vit de ce système.
Laurent Babiquian, sur la sobriété, je crois que c'est quelque chose qui... Donc la finance, vous en reprenez le contrôle et vous lui dites c'est comme ça. On pourrait parler de la sobriété, de la performance financière. Parce que je pense que c'est en filigrane, il faut changer le fond d'écran, il faut changer le système. Nous savons que le néolibéralisme ne permettra pas de réaliser l'économie neutre en carbone. Donc il faut trouver la nouvelle version du capitalisme qui va permettre de le faire. Et donc il faut réfléchir à des nouvelles métriques. Et je pense que maintenant il faut changer la manière d'évaluer un investissement en y intégrant le return on impact. C'est-à-dire que vous rajouterez à votre return on equity l'impact que vous avez sur les sociétés et sur l'environnement, et qui est la responsabilité de l'investisseur. De la même manière qu'on calcule le scope 3 d'une entreprise, le scope 3 de L'Oréal, c'est les fournisseurs de L'Oréal, mais c'est L'Oréal qui est responsable du scope 3 de ses fournisseurs, eh bien l'investisseur serait responsable, positivement ou négativement, de l'impact qu'il aurait, et on le mesurerait et on le rajouterait au return on equity. Ça permettrait d'avoir une nouvelle équation financière qui permettrait d'avoir moins de return on equity, parce que je pense que le coût de la transition, ça va être en moyenne une baisse des profits des entreprises, mais on rajouterait quelque chose qui est l'impact, et donc au final, on pourra avoir une somme supérieure à la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, on demande entre 12 et 15% quand on va sur le marché de return on equity. Aucune justification économique là-dessus. Alors pourquoi ce ne serait pas 6%? Et on pourrait avoir du 6% plus 6% de return on impact, on aurait les 12% initiales, peut-être même plus. Voilà, donc il faut changer la manière de penser. Et je terminerai, moi, ma partie sur le fait que notre économie, notre théorie économique est basée sur deux postulats qui sont faux. La nature est gratuite et ses ressources sont illimitées. Il faut changer ça. Il faut trouver les nouveaux modèles économiques qui vont permettre de refléter notre réel, puisque aujourd'hui, ils ne le font plus et nous conduisent à des décisions erronées. Voilà. En fait, si je peux juste revenir, c'est l'idée de profit qui est centrale. 20 secondes. L'idée de profit est centrale. Et quand vous demandez à vos enfants, ou même à vous, qu'est-ce que c'est que le profit, les gens vous disent c'est des revenus moins des coûts. Eh bien, vous savez qu'il y a des milliers de manières de calculer des revenus, des milliers de manières de calculer les coûts. Le profit, c'est une résultante. Et cette résultante, c'est nous qui en avons la définition. Et donc, c'est bien ce travail qu'il faut faire. Pour opposer à Milton Friedman, l'objet social de l'entreprise, c'est de maximiser le profit tel que défini aujourd'hui. J'aime bien la phrase de Colin Mayer, qui est l'ancien doyen d'Oxford, qui dit « L'objet social de l'entreprise, c'est de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. » C'est-à-dire passer d'une logique du profit comme fin en soi, derrière qui tout s'organise, à une logique du profit comme moyen en vue d'une fin. Et cette fin, c'est précisément que les habitants, c'est-à-dire nous, vivions sur cette planète. Contrairement à Elon Musk, je ne crois pas qu'on soit tout de suite sur une planète B. Et donc, c'est cette espèce de saut quantique qu'il faut faire. Tant qu'on ne le fait pas, on aura toujours des forces de rappel qui nous empêcheront d'aller dans la bonne direction. Anne-Catherine Husson-Traoré, Gwenaëlle Le Boulet, vous voulez ajouter quelque chose pour conclure? Juste un petit mot, effectivement, peut-être, c'est de se dire que finalement, le point commun de tout ce qu'on a dit, c'est qu'il y a énormément de raisons d'espérer qu'on peut faire autrement. C'est pas gagné. J'aime bien la métaphore de Bertrand qui est de dire on est dans un moment de brouillard et en fait, choisir dans quelle direction on va relève de notre responsabilité collective. Et il faut que les voix qui donnent la bonne direction soient plus puissantes que les autres, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc, mon mot de conclusion, ce serait de l'optimisme à nouveau. Il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de gens qui sont plus jeunes que nous 4, nous 5 dans cette salle. C'est à vous de prendre les devants. Il y a de l'innovation technologique. Il y a à investir dans les bonnes entreprises, dans les bons chemins, dans diriger son épargne de la bonne manière, dans diriger ses votes lorsqu'on a à voter en tant qu'électeur de la bonne manière. Bah ça, la responsabilité, c'est pas la finance comme un objet éthéré ou le monde capital comme un objet éthéré. C'est chacun d'entre nous qui porte sa part de responsabilité là-dedans. Alors, les actionnaires seront-ils la pierre angulaire de la révolution, hein? C'est ce qu'on a envie de conclure à vous entendre aujourd'hui. Merci beaucoup tous les quatre d'avoir participé. Merci à vous, le public, pour votre écoute et vos réactions, ainsi qu'aux étudiants qui ont préparé leurs questions. C'est donc la Cité de la réussite et vous pouvez maintenant assister à d'autres débats qui suivent. C'est ce soir jusqu'à 19h. Bonne soirée à tous.